Bonjour et bienvenue. Alors, aujourd'hui, on plonge directement dans le vif du sujet, Oui, avec un chiffre qui est... qui est assez marquant, il faut le dire. Ah oui, un chiffre qui donne le vertige même. Entre 70 et 80% C'est énorme. de toute l'eau douce que l'on consomme sur la planète, eh bien ça part dans l'agriculture. Spontanément, on s'imagine des champs inondés, du gaspillage quoi. C'est la première réaction, oui. Et c'est toute la question. Ce chiffre, en fait, c'est un peu la partie visible de l'iceberg. Mhm. Et la source qu'on analyse aujourd'hui, un texte assez pointu sur l'ingénierie de l'eau, nous dit d'entrée, attention, le coupable n'est peut-être pas celui que l'on croit. D'accord. Ce n'est pas une histoire de gaspillage volontaire, mais de contraintes. Physiques et biologiques. Fondamental. Ok. Donc notre mission aujourd'hui, elle est claire, hein. On part en enquête. On va essayer de comprendre pourquoi l'agriculture est une si grande buveuse d'eau, et surtout si c'est une fatalité. C'est ça. Parce que le texte suggère que la technologie pourrait bien changer toute l'histoire. L'enjeu, c'est de passer de l'indignation face aux chiffres à la compréhension du mécanisme. Exactement. Le document nous invite à un changement de perspective. Le vrai débat, ce n'est pas est-ce que l'agriculture consomme trop d'eau? Parce que, bon, sans cette eau, on ne mange pas. C'est aussi simple que ça. C'est un besoin de base. Voilà. Le vrai débat, c'est chaque goutte qu'on prélève, est-ce qu'elle est utilisée au maximum de son potentiel? On bascule de la quantité brute à l'efficacité pure. Et là, ça devient passionnant. Alors, allons-y, commençons par le pourquoi. Pourquoi les plantes ont-elles besoin d'autant d'eau? Ce n'est pas juste pour le pafaner, j'imagine. Non, c'est bien plus crucial que ça. L'eau, ce n'est pas juste une boisson pour la plante. C'est son matériau de construction principal. Et c'est ce qui transporte tous les nutriments. D'accord. Mais le vrai casse-tête, c'est le timing. La plante a des besoins critiques en eau à des moments très très précis de sa croissance. Pour la germination, la floraison, le développement du fruit. Et si l'eau manque à ce moment-là? Le rendement peut s'effondrer, même pour une courte période. C'est un peu comme essayer de faire coïncider deux agendas qui n'ont rien à voir. D'un côté, l'agenda de la plante, qui a un rendez-vous ultra précis et non négociable avec l'eau. Mhm. Et de l'autre, l'agenda de la météo, qui est complètement imprévisible. La pluie, c'est peut-être la semaine prochaine, ou peut-être pas. C'est une excellente métaphore. L'agriculture, c'est vraiment ça. C'est l'art de faire le pont entre cet agenda biologique rigide et l'agenda hydrologique chaotique. Et la source dit que le défi est double. Oui, double. Non seulement le timing est crucial, mais en plus, on pratique souvent l'agriculture dans des zones où l'eau est déjà une ressource rare. Comme l'exemple du Maroc cité dans le texte. Exactement. Le Maroc, c'est un cas d'école. Un climat semi-aride où cette tension est permanente. L'agriculture y est un pilier de l'économie. Ouais, mais les pluies sont de plus en plus rares. Donc attendre la pluie, ce n'est plus une option viable. Chaque décision d'irriguer, ça devient un pari à haut risque. C'est ça, on arrose trop, on gaspille une ressource précieuse, on n'arrose pas assez, on perd la récolte. C'est un équilibre très précaire. Et le texte insiste bien là-dessus. Il dit que c'est une conséquence directe de la nature même de la production agricole. Cette phrase est forte. Oui, elle est clé, parce qu'elle déplace complètement le problème. On n'est plus dans un débat moral sur les méchants agriculteurs, mais face à un pur défi d'ingénierie. Donc le défi, c'est comment garantir à la plante son rendez-vous vital avec l'eau quand la nature ne peut pas lui assurer. Voilà. Attendez, si je comprends bien, le problème fondamental, ce n'est pas la quantité d'eau que les plantes absorbent en elles-mêmes. Non, ça c'est un besoin incompressible, comme vous l'avez dit. Le vrai scandale alors, c'est toute l'eau qui est perdue en route, celle qui est prélevée mais qui n'atteint jamais la racine de la plante. Vous mettez le doigt dessus. C'est le grand tournant de l'analyse, l'inefficacité. Le transport et l'application de l'eau, voilà le véritable coupable. Et là où ça devient intéressant, C'est que si le problème c'est l'inefficacité, ça veut dire qu'il y a des solutions. On n'est pas dans une impasse. d'accord, le texte présente ça comme une marge de progression. Une marge de progression gigantesque même. Alors, elle se cache où cette inefficacité? Dans des tuyaux qui fuient? En partie, oui. Le texte est très clair là-dessus. Les réseaux mal entretenus. Il faut imaginer des kilomètres de canaux en terre ou de vieux tuyaux percés. Les fuites sont considérables. C'est la première source de perte. Oui. Ensuite, il y a les méthodes d'irrigation elles-mêmes. L'image classique, c'est l'irrigation par inondation. On submerge un champ entier. C'est simple, mais j'imagine que... C'est très peu efficace. Une énorme partie de cette eau s'évapore sous le soleil ou s'infiltre trop profondément, bien loin des racines. C'est la technique de l'arrosoir géant, en gros. On vise une zone en espérant que la bonne quantité arrive au bon endroit. C'est exactement ça. Et le troisième point, qui est peut-être le plus important, Ah, c'est ce que le texte appelle un pilotage insuffisant, basé sur des données approximatives.
En clair, on a longtemps irrigué au feeling. Ça me rappelle un peu comment j'arrose mes plantes vertes, ça un peu au hasard quand j'y pense, sans savoir si elles ont vraiment soif. Ben voilà, on a fait la même chose, mais à l'échelle d'un pays. On arrose parce que c'est mardi et que d'habitude on arrose le mardi. Ou parce qu'il fait chaud, sans savoir si le sol est déjà assez humide. Tout à fait. Et c'est ce manque d'information en temps réel qui est au cœur du problème. C'est la différence entre une navigation à vue, dans le brouillard, et une navigation avec un GPS précis, quoi. On passe d'une agriculture à l'aveugle, À une agriculture qui peut devenir aujourd'hui une agriculture de précision. et concrètement, ça ressemble à quoi? J'imagine des drones, des lasers. C'est si complexe que ça? Certaines solutions le sont, mais le principe de base est souvent d'une simplicité révolutionnaire. La première technologie que le texte met en avant, c'est l'irrigation au goutte à goutte. Ah oui, le goutte à goutte. Fini l'arrosage massif, là on a un réseau de petits tuyaux qui délivrent l'eau goutte par goutte directement au pied de chaque plante. Donc chaque goutte est utile. On élimine les pertes par évaporation ou par ruissellement, l'eau va pile là où elle est attendue. Précisément, l'efficacité peut bondir à plus de 90%. 90%. Oui, contre parfois moins de 50% pour l'irrigation par inondation. C'est un gain énorme, mais on peut aller encore plus loin. Comment? Le goutte à goutte, c'est le comment on arrose. La vraie révolution, c'est de décider quand et combien arroser. Et pour ça, on a les capteurs d'humidité du sol. Ah, ça m'intrigue. Comment ça marche? C'est comme donner un micro à la plante pour qu'elle dise «j'ai soif»? C'est un peu ça, oui. Imaginez un petit capteur, pas plus grand qu'un stylo, qu'on plante dans la terre, près des racines. Il mesure en permanence l'humidité disponible. D'accord. Et dès que ce taux passe sous un certain seuil, le capteur envoie une alerte sur le smartphone de l'agriculteur, ou mieux, il déclenche automatiquement le système d'irrigation. C'est fascinant. On n'est plus dans la supposition, on est dans l'écoute directe des besoins de la plante. On arrête d'imposer un calendrier, c'est la plante qui commande son eau, à la demande. Mais le texte parle aussi d'intelligence artificielle. Là, on passe encore à un autre niveau. Oui, là on entre dans l'anticipation. L'IA, c'est un peu le Waze de l'irrigation. J'aime bien l'image. Elle prend les données des capteurs, mais elle va les croiser avec une multitude d'autres informations. Les prévisions météo, le type de sol, le stade de développement de la plante. Et avec tout ça, elle peut prédire les besoins futurs, avant même que la plante ait soif. C'est ça. L'IA peut calculer et dire « Attention, vu le soleil annoncé dans 3 heures, cette parcelle aura besoin de précisément 10 litres d'eau par mètre carré. Pas plus, pas moins. » Et le système peut lancer une irrigation préventive, parfaitement dosée. On ne réagit même plus à la soif, on l'empêche d'apparaître. Voilà. Waouh! C'est de la science-fiction qui devient réalité. Mais j'ai une question. Tout ça, les capteurs, l'IA, est-ce que c'est accessible pour un petit producteur ou est-ce réservé à des méga-fermes? C'est une excellente question et c'est un enjeu majeur. Au début, c'était coûteux, bien sûr, mais comme pour toute technologie, les coûts baissent vite. Mhm. Aujourd'hui, on voit apparaître des systèmes plus simples, plus abordables. L'enjeu n'est plus seulement technique, il est aussi dans la formation et la diffusion de ces outils. Mais le principe est là. Les outils pour changer la donne existent. Et d'ailleurs, le texte résume ça avec une nouvelle devise qui change tout. L'objectif n'est plus seulement d'irriguer, mais d'irriguer juste, au bon moment et avec la quantité strictement nécessaire. C'est un changement de philosophie complet. C'est une bascule d'une logique de volume à une logique d'intelligence. L'eau n'est plus une ressource brute qu'on déverse. C'est un input stratégique qu'on pilote avec la précision d'un chirurgien. Tout à fait. Et ce n'est pas présenté comme une option, mais comme une obligation. Et ça, c'est le point suivant, l'enjeu global. Le texte établit un lien très très fort entre cette gestion intelligente de l'eau et notre sécurité alimentaire à tous. C'est le point fondamental. On va devoir nourrir près de 10 milliards d'humains d'ici 2050. Il faudra donc produire plus. Forcément, Mais les ressources en eau douce, elles, ne sont pas extensibles. Au contraire, le changement climatique les rend même plus rares. Le seul levier qu'on ait, c'est d'augmenter massivement notre efficacité. chaque goutte d'eau économisée. C'est de l'eau disponible pour les villes, pour l'industrie ou pour les écosystèmes. D'où la formule très forte de la source. Réduire la consommation d'eau agricole sans baisser les rendements n'est pas un choix, mais une obligation technique, économique et environnementale. 3 en 1. C'est ça. Technique, on vient de le voir, les solutions existent. Économique, parce que l'eau, ça a un coût. La gaspiller, c'est jeter de l'argent. Et pour l'agriculteur, une meilleure irrigation, c'est souvent un meilleur rendement. Donc un meilleur revenu.
Et enfin, environnemental. C'est l'évidence. Préserver les nappes phréatiques, le débit des rivières. Et cette triple obligation, ça change aussi le métier de ceux qui travaillent avec l'eau. C'est la dernière idée forte du texte qui dit que l'ingénieur de l'eau devient un acteur stratégique du développement durable. C'est un changement de statut complet. L'image traditionnelle de l'ingénieur hydrologue, c'est celui qui conçoit des grands ouvrages, des barrages, des canaux, une approche très béton. Le type qui calcule la taille d'un tuyau, pour le dire vite. C'est un peu caricatural, mais ça traduit une réalité. Aujourd'hui, le texte nous dit que son rôle a explosé. Il ne s'agit plus seulement d'amener de l'eau d'un point A à un point B. Il doit concevoir des systèmes intelligents, résilients. C'est ça. L'ingénieur de l'eau, ce n'est plus juste le pro de la plomberie. C'est un chef d'orchestre qui doit faire jouer ensemble des capteurs, des algorithmes d'IA, des prévisions météo, des données agronomiques. Et pour optimiser l'avenir de notre assiette. Exactement. C'est un architecte de systèmes complexes. Il doit dialoguer avec les agronomes, les informaticiens, les climatologues, les économistes. Son rôle est à l'intersection de tous les grands défis de notre temps. C'est vertigineux. Il ne construit plus seulement des canaux, il construit une partie de notre sécurité future. C'est une belle façon de le dire. Alors, si on résume notre enquête, on est parti d'un chiffre choc, ces fameux 80%. On a d'abord pensé au gaspillage volontaire, mais on a découvert que le vrai problème est structurel et que le vrai coupable, c'est l'inefficacité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a un arsenal de solutions technologiques pour traquer ce coupable. Le message clé, c'est vraiment cette transition vers ce qu'on pourrait appeler l'eau intelligente. L'avenir de l'agriculture se joue moins dans la construction de nouveaux barrages que dans les lignes de code et la précision des capteurs. Une ingénierie qui est plus dans la finesse que dans la force brute, en somme. C'est un message plein d'espoir, finalement. Tout à fait. Et pour finir, comme toujours, une dernière piste de réflexion pour aller plus loin. Oui. La source qu'on a analysée se concentre brillamment sur comment optimiser l'eau pour les cultures qu'on a déjà. C'est essentiel, mais ça ouvre une question fascinante. Je vous écoute. Si la technologie nous permet d'irriguer n'importe où avec une précision extrême, est-ce que ça ne nous donne pas aussi la responsabilité de nous demander si on cultive la bonne chose au bon endroit? Ah oui, très bonne question. Autrement dit, l'intelligence ne doit pas seulement être dans les tuyaux et les capteurs. Elle devrait aussi être dans le choix de la graine qu'on décide de planter dans une région où chaque goutte compte. Voilà. C'est peut-être ça, la prochaine frontière de l'agriculture de précision.